Bien, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette troisième table ronde où nous allons avoir le plaisir d'avoir une introduction par le professeur Carlos Moreno qui est par ailleurs un globe-trotteur, donc qui va devoir rejoindre incessamment un avion via un taxi qui l'attend. Mais si vous voulez faire connaissance plus amplement avec lui, allez voir son blog qui est assez fascinant sur ces questions, et notamment un papier tout récent sur l'histoire de la Smart City aux États-Unis, publié juste avant le terme des élections. Vous avez la parole. Est-ce qu'on peut lancer mes slides, s'il vous plaît? Donc, je suis vraiment désolé parce que j'adore échanger avec l'auditoire et discuter, mais effectivement, je suis attendu à Barcelone pour le Congrès mondial des villes intelligentes qui a démarré ce matin, et doit être une conférence de presse dans même pas 2h30. Donc, je suis franco-colombien, mais je suis obligé de filer à l'anglaise, quasiment même pas à l'anglaise, parce que c'est devant vous. Voilà. Donc, je vais aller un peu au pas de course. J'ai prévu faire 12 minutes. Vous m'excusez parce que ça va aller un peu vite. Mes slides seront téléchargeables sur mon site web et mis à disposition de qui les veut. Donc, on va parler d'un sujet qui m'est extrêmement cher, puisqu'on parle de la ville. Et pour moi, la ville est un organisme vivant. Donc, on va parler de ce qui fait mon cheval de bataille dans le monde entier, la ville vivante. Et en particulier, je considère que la méconnaissance que nous avons d'une problématique urbaine, elle est liée à la méconnaissance et au mépris que nous avons pour ce que nous appelons dans cette communauté les métabolismes urbains. Je pense que ça se trouve au cœur quand on dit respiration. Il s'agit de respirer dans la ville, il s'agit de faire respirer la ville, et il s'agit de vivre avec l'époux de la ville, qui est un organisme vivant à part entière. Nous sommes aujourd'hui en 2016 dans un monde qui change. 10 000 ans après la dernière glaciation, nous voyons la parabole du dernier siècle, où l'humanité aujourd'hui se trouve à plus de 7 milliards sur la planète, et malheureusement sur l'abscisse de droite, 400 ppm, les particules par million que nous avons dépassées et qui mettent en danger de manière quasiment irréversible, si nous ne bougeons pas de manière sérieuse, l'avenir même de l'humanité. Si nous faisons un zoom sur un siècle, 50 ans en arrière et 50 ans en avant, nous observons comme cette croissance donc, de notre planète au niveau de la population nous amène à nous, Européens, à avoir un peu de modestie quand nous parlons des vies, des qualités de vie et des modes de vie et des cultures urbaines, car sur les 100 ans, 50 passés et 50 ans à venir que nous avons sur ce schéma, la population européenne reste scotchée à ce que j'appelle la courbe des mannequin peace, donc entre 600 et 700 millions d'habitants, quand l'Afrique continue sa croissance linéaire et l'Afrique et l'Asie a déjà eu une croissance exponentielle. Ça nous amène un peu d'humilité par rapport à la manière comme les gens vivent. Dans les cercles que vous voyez là, il y a plus de gens du monde qui habitent qu'à l'extérieur de ces cercles-là. Et dans quelques années, quand on rajoute les cercles donc, de l'Afrique, on verra encore plus la manière comme la croissance urbaine s'est produite. Messieurs, dames, 90% de la croissance urbaine mondiale s'est produite aujourd'hui uniquement en Asie et en Afrique. Et un tiers de cette croissance mondiale uniquement dans 3 pays, l'Afrique, l'Inde et la Chine. Un pays comme le Nigeria, dans quelques années, sera la 5e puissance démographique mondiale, peut-être la 4e, avec 450 millions d'habitants. Je l'ai dit, effectivement, j'ai pris cette photo à Hyderabad, je suis resté 3/4 d'heure dans ces bouchons, et j'étais fasciné par cette pub concernant l'obésité, qui est un problème de santé très grave dans beaucoup de pays, signe de pauvreté, où autrefois être gros, ça veut dire qu'on se portait bien. Aujourd'hui, c'est signe des pauvretés urbaines. Oui, je l'ai dit, dans les villes, la problématique est celle qui s'applique aux vivants, puisque nous vivons dans des villes qui ont de sérieux désordres métaboliques. Et la pub indique en bas qu'il faut les traiter avec une approche intégrative, avec une approche systémique et avec une approche scientifique. Et effectivement, il nous faut aujourd'hui avoir une approche systémique pour traiter les problématiques urbaines, puisque le XXIe siècle, au même temps que c'est un siècle urbain, en même temps que c'est un siècle des bascules, où les grandes métropoles mondiales grandissent, surtout sur l'axe sud et l'est de la planète, avec des mégalopoles qui aujourd'hui frisent les 30, 40, et à l'horizon de 10 ans, nous parlons des hypermégalopoles à 50 millions d'habitants, c'est le cas des cantons de Shanghai,
En même temps, nous vivons dans un monde hyper connecté. Le 21e siècle est en même temps le siècle des villes et en même temps le siècle de l'hyperconnectivité. Et c'est ça qui change fondamentalement la donne. Cette croissance donc vers un monde urbain est irréversible, avec en même temps cette hyperconnectivité ubiquitaire qui fait que les paradigmes culturels, la manière de vivre dans les villes a changé et a irrémédiablement changé par l'arrivée des nouvelles technologies. Quand on match le flux ubiquitaire, le flux informatique de la journée, on observe une courbe comme celle-ci qui se colle parfaitement avec ce que j'appelle le fait urbain, la problématique urbaine. 60% du PIB mondial à l'horizon 2030 c'est rapporté uniquement par 750 métropoles. 15% de la planète aujourd'hui habite dans 30 villes. Aujourd'hui en Europe, un peu moins de la moitié des PIB urbains, du PIB est porté par un peu moins de 150 villes, ce qui nous donne un poids politique, géographique, économique, social, culturel des villes qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la planète, plus important que celui des États, où aujourd'hui il est parfois plus intéressant d'être président d'une métropole ou maire d'une grande ville ou d'une communauté des villes qu'être donc ministre d'un État, Premier ministre, parce que le PIB est beaucoup plus important, comme on peut l'observer sur ceci. Mais quand on parle de villes intelligentes, il ne faut pas qu'il y ait des méprises. Parce qu'on n'a pas attendu le 21e siècle pour que l'intelligence citoyenne se développe dans les villes. Donc la Mésopotamie a vécu en bas, Teotihuacan au Mexique, près de nous, Rome, Athènes, Byzance, des empires qui ont su construire, maîtriser l'ingénierie et les ressources pour avoir donc la capacité de vie dans les villes. Et ce qui change aujourd'hui au 21e siècle, c'est que dans très peu de temps, on a assisté en 50 ans à une urbanisation mondiale, il n'y a même pas 15 ans, on a assisté au phénomène ubiquitaire. En 2005 et en 2013, la même photo prise dans deux moments différents, la cité du Vatican, la mort du pape Jean-Paul II, l'intronisation du pape François, on le voit, la forêt en 2013, donc de photos qui sont prises par des hommes et des femmes, quand à gauche il y avait en 2005 un malheureux ou peut-être deux téléphones. Parce qu'en 2007 est arrivé donc ce dont vous ne pouvez plus vous séparer, donc les smart devices, les iPhones, les Android et tout ce que vous gardez toujours précisément avec vous et donc vous donnez complètement déboussolé quand vous ne l'avez pas avec vous. Ça a changé complètement notre mode de vie et ça pose aujourd'hui effectivement une problématique. J'étais à Budapest, je suis rentré hier, et on m'a montré cette photo qui était une manifestation urbaine à Budapest qui a été prise quand une taxe sur l'Internet et la communication sur les mobiles a voulu être appliquée. Et donc, les gens sont sortis dans la rue manifester avec le smartphone, comme on le voit donc sur cette photo. L'effet urbain a changé. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, l'hyperconnectivité sociale urbaine n'est pas au rendez-vous quand il y a une hyperconnectivité technologique. Nous construisons une génération des zombies geeks, comme je les appelle, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont hyperconnectés technologiquement et totalement déconnectés socialement. Nous disons qu'aujourd'hui, l'effet urbain de la ville, c'est de retrouver les racines de la ville pour comprendre les problèmes urbains, parce que c'est l'endroit où aujourd'hui les humains y habitent. La question qui se pose finalement, c'est où sont les racines de la ville, entre Hong Kong, Rio, comme on le voit dans ces photos-là, où une grande quantité de la population vit dans des conditions d'exclusion, d'inégalité, de fractures et de vulnérabilité. L'effet urbain, chers amis, ce n'est pas un fait technologique. L'effet urbain, c'est la qualité de vie que nous pouvons offrir aux citoyens, quelle qu'elle soit la taille de la ville. C'est de retrouver dans la ville, dans les espaces publics, dans les espaces privés, la notion de vie, de brassage et de partage, de mixité, de diversité. Nos villes, que ça ne plaise pas à certains, ici ou ailleurs, elles sont devenues profondément cosmopolites. Et les grands défis qui se posent aujourd'hui, c'est de comprendre par rapport aux infrastructures, l'urbis, les espaces publics, le spatium, les règles du bien commun, les res publica, et les citoyens, comment le phénomène ubiquitaire, aujourd'hui, transforme nos vies au moment où le numérique nous permet aujourd'hui d'accéder à nouveaux services par la géolocalisation, la mobilité et l'Internet des objets. Aujourd'hui, nous avons la technologie
qui nous bouscule, parce que ce n'est pas que le digital, c'est la biotechnologie, c'est les nanotechnologies, c'est la robotique qui vont transformer nos vies. Mais les craintes des filles urbains, c'est retrouver dans chacune de nos villes, dans nos territoires, l'identité, la complexité et la diversité, tout en tenant compte que les villes sont très sensibles, c'est des organismes vivants, et avant tout, ils sont une très très grande fragilité. En rien n'est suffit pour changer la manière comme nous vivons aujourd'hui dans ces villes. Très peu de choses. La ville est donc fragile. D'une manière systémique, parce que nous avons une urgence climatique à l'horizon de 50 ans, face à des situations comme celle-ci qui deviennent tout à fait courantes, parce que la pollution aujourd'hui rend nos vies irrespirables, et ça a été dit longuement ce matin, 80% de l'air de nos grandes villes sont irrespirables, comme l'a dit le SMS. Et ceci, pas le SMS, l'OMS. Ils sont pu le dire aussi par un SMS. Voilà. Mais la réalité, c'est que nos villes aujourd'hui sont devenues irrespirables. Que nous avons également les stress hydriques de l'ensemble de nos villes qui non seulement nous menacent, mais qui aujourd'hui est une parfaite réalité et se match avec les besoins de cette population à laquelle il faut donner à boire et à manger. Et quand vous avez des mégalopoles à 20 millions d'habitants, à 30 millions d'habitants, à 12 millions d'habitants, la dimension change complètement. Les lacs Aral qui est asséché, donc la centrale hydroélectrique de Sopolo, la montée des mers qui se produisent avec aujourd'hui les phénomènes donc, des réfugiés climatiques, les nouvelles maladies urbaines, la vulnérabilité par là, donc tropicalisation des maladies qui aujourd'hui viennent donc, dans la partie nord du continent, la vulnérabilité des villes, ça a été dit longuement donc, avec les canyons urbains, les morts qui existent aujourd'hui par les problématiques donc, des canicules de 2010 et qui continue aujourd'hui par l'incurie de la manière comme gère les phénomènes urbains, quand on refuse la biodiversité, quand on refuse d'harmoniser l'espace urbain avec la nature. Ça produit des situations comme celle-ci à Aubervilliers, quand j'ai pris cette photo l'année dernière, le 4 juillet 2015, où il ne s'agit pas des 3 générations qui prennent l'eau à côté donc d'une fontaine lors des situations caniculaires, il faisait 40, mais c'est un acte d'incivilité urbaine parce qu'il s'agit de hacker, donc de détourner les bornes à incendie qui deviennent donc ce qu'on appelle les piscines verticales, qui deviennent donc les piscines urbaines où les gens viennent se rafraîchir, puisque nous sommes face à 40 degrés dans des situations de misère, de vulnérabilité, de fragilité, de chômage, de manque de culture, et c'est un phénomène qui va se reproduire de plus en plus dans tous nos banlieues dans les années qui suivent. C'est pour ça qu'il faut se réconcilier et avoir un regard différent sur la ville, qui n'est pas uniquement technologique. On peut avoir aujourd'hui des poussées de consommation technologique qui amènent des crises énergétiques comme celle-ci, où un tiers, donc l'équivalent d'un tiers de l'Europe en Inde, a été coupé d'électricité pendant une semaine parce qu'il y a eu énormément de consommation électrique pour des objets. Une photo comme celle-ci, c'est la Bretagne. Bref, je suis pressé, mais on pourrait parler pendant 2 heures sur l'importance que nous avons de reconquérir l'espace public pour le rendre aux citoyens. Cette photo, je l'ai prise à Hanoï. Et les espaces publics disparaissent au profit des 2 roues, des 3 roues, des 4 roues, qui ne sont pas uniquement dans des parkings, mais qui inondent, donc c'est le cas de dire, notre trafic au quotidien. Mais c'est parce qu'il y a une culture des villes urbaines qui a été dévoyée par la recherche de la possession et d'un confort, des choses inutiles qui polluent totalement la manière de développer la vie urbaine. C'est ce qui se passe en Chine avec des bouchons comme cette photo prise il n'y a pas longtemps, un bouchon de 48 heures. Mais on peut faire mieux parce que la photo qui suit, c'est un bouchon qui a duré 15 jours, donc aux 500 km. Voilà. Donc, parce que on cherche à ces moments-là à aller vers de nouvelles configurations de vie quand on n'a pas la culture de l'eau, quand on n'a pas la culture du bon sage, quand on n'a pas la culture de la plage, mais on dit c'est la place to vie. Qu'est-ce que ça fait? Ah ben c'est parti à la plage. Ça donne 70 000 personnes qui ne savent pas nager avec des bouées et qui sont donc dans des surfaces parce que le fait urbain amène à cette notion de culture de vie qui est une culture de vie donc qui n'est pas une culture de vie urbaine d'harmonie avec la qualité des vies, mais des montrer une possession des moyens parce que la ville devient inégalitaire, la ville devient fortement exclusive. C'est pour ça que la question se pose, dans quelle ville nous voulons vivre? Dans quelle ville et dans quelle nature dans la ville nous voulons vivre? La question est posée, nous avons parlé des voitures berges, j'ai l'honneur d'être l'envoyé spécial de la maire de Paris sur les problématiques urbaines dans le monde.
Je discute avec mes collègues du monde entier, ça sera encore pendant 3 jours à Barcelone, et nous savons qu'aujourd'hui c'est une tendance irréversible pour reconquérir le corps citoyen avec la ville et pour le réconcilier, de mettre les voitures en dehors de la ville, de rendre la ville aux piétons par les proximités, pour créer la ville des quarts d'heure, pour créer la ville polycentrique. La ville des quarts d'heure, c'est la ville dans laquelle, à un quart d'heure de chez soi, on accède aux besoins primaires, secondaires et tertiaires. C'est ça les défis que nous avons aujourd'hui. C'est de développer des écosystèmes de vie dans lesquels la lutte contre l'exclusion passe également par la participation citoyenne, par la démocratie participative. Ça passe par la culture, ça passe par la formation, ça passe pour former les nouvelles générations, pour que l'inclusion sociale, la participation citoyenne et la démocratie participative soient en fait réelles d'implication pour que nous ne nous soyons pas laissés guider par la démagogie, par les populismes, par les rejets de l'autre, et qu'aujourd'hui, dans nos villes, on puisse construire de nouveaux espaces de vie, de nouveaux espaces dans lesquels on puisse aller vers beaucoup plus d'égalité. La conférence de la COP21 à Paris, les SDG, les Sustainable Development Goals, qui ont été signés au mois de mai par les Nations Unies, la COP22 qui se tient actuellement à Marrakech, sont des lueurs d'espoir pour que nous puissions affronter les défis de la ville de demain, non pas comme un défi d'une ville technologique intelligente avec un QI basé sur le nombre de capteurs et les densités de silicium par mètre carré, mais par la capacité à bien vivre ensemble pour être socialement, culturellement, économiquement, écologiquement en situation de résilience pour que notre territoire et l'identité du citoyen dans les villes lui donnent la fierté de conquérir des meilleures capacités pour vivre, de faire ce qu'ils appellent la hybridation sociale avec les technologies, pour que les villes des usages et les villes des services aillent au-delà de la ville de la possession, pour que l'inclusion sociale, la réinvention de la ville et les innovations technologiques permettent de créer une immersité humaine, c'est-à-dire un vrai écosystème pour la vie. Je vous invite à venir le 21 et le 22 novembre à l'Hôtel des Villes pour la conférence mondiale, les sommets mondiaux Cities for Life, la ville par tous, que nous allons faire pendant 2 jours. Des maires du monde entier, des experts, des personnalités seront au rendez-vous. Il faut s'inscrire obligatoirement avant le 16 novembre, donc avant demain, sinon ce n'est pas possible donc d'entrer parce que les mesures de sécurité sont draconiennes. Nous sommes à peine à 1 an du triste massacre donc du Bataclan. Je vous invite à venir 21 et 22 novembre, c'est gratuit, nous en parlerons de l'inclusion sociale, de réinventer la ville et de la technologie au service des villes intelligentes et humaines. Merci beaucoup et désolé, je dois partir. Bien, nous allons tenter de nous inscrire dans les pas du professeur Moreno, en avançant également assez vite. Donc, nous avons bien compris le sens de l'interpellation, les solutions technologiques qui nous sont proposées, notamment certaines nombreuses dans l'exposition qui jouxte cette salle de conférence, sont une des conditions nécessaires à réinventer la ville, mais ces conditions en tant que telles ne sont pas suffisantes. Alors nous avons la chance de vivre en Europe, dans lesquelles on peut trouver des exemples de ces villes polycentriques, Paris peut-être. J'ai la chance d'habiter à Montmartre depuis une 30aine d'années, je me reconnaissais dans cette espèce de micro-quartier idéal qui était défini par Carlos Moreno. Mais enfin, je suis un peu ouvert au monde et je reviens de Beyrouth et je vois bien à quel point un certain nombre de villes, peut-être un peu plus éloignées, mais enfin qui nous sont proches à bien des égards, ne ressemblent pas à ce que nous pouvons vivre à Paris. Donc la question qui nous est posée, c'est dans quelle ville voulons vivre? C'est l'interpellation qui nous est lancée par Carlos Moreno, et question que je vais poser dans un premier temps à François Vacanut. Donc les règles du jeu seront les mêmes pour tout le monde. On aura une petite douzaine de minutes, nous sommes un peu en retard, et François Vacanut est chef de l'unité responsable des politiques européennes sur la qualité de l'air. Et donc quelle est la vision européenne sur la manière de réinventer les villes et de préserver la qualité ou d'améliorer la qualité de l'air en leur sein? Je vous en prie. Merci. Bon après-midi à tous. Je suis enchanté d'être ici pour pouvoir vous présenter une perspective européenne sur ce sujet qui est un vaste sujet. Je vais l'aborder évidemment à partir de l'angle de la qualité de l'air qui est celui sur lequel je travaille au quotidien, mais il est clair que nous travaillons sur d'autres dimensions liées au bien-être en ville qui sont complémentaires et nécessaires pour que la transition se fasse dans une direction qui est celle que nous a décrite M. Moreno. Alors, la situation en Europe, je vais vous la décrire pour
commencer, puisque je crois que c'est important d'avoir quelques faits sur la table. Vous avez entendu beaucoup de choses sur la dimension mondiale ce matin, vous avez entendu d'autres choses sur la dimension francilienne ou parisienne. En Europe, la situation elle est loin d'être satisfaisante dans nos villes et hors de nos villes, mais la dimension qui concerne la campagne est aussi pertinente pour l'état de nos villes, et il y a une interdépendance sur laquelle je souhaite insister. Donc en Europe, la mauvaise qualité de l'air, c'est 400 000 morts prématurées par an. Et si on regarde le dioxyde d'azote, et c'est une question qui est évidemment éminemment pertinente en ville, on est à 72 000. Donc on est dans une situation qui est difficile pour de nombreuses raisons que je vais évidemment tenter d'analyser. Et si on regarde nos villes aujourd'hui, en Europe, on a 130 villes parmi nos plus grandes villes qui sont dans des situations de détresse en termes de qualité de l'air, c'est-à-dire qu'elles sont constamment dans des situations de dépassement des normes telles que celles que nous avons développées au niveau européen avec nos États membres, puisqu'il est toujours important de rappeler que la législation européenne, c'est une législation qui est adoptée par le Conseil et donc par les États membres et par le Parlement et qui nous engage tous. Donc on est dans une situation où la question de la qualité de l'air en ville reste d'une acuité toute particulière. Donc ça, c'est l'état de fait. Alors, on a entendu 8 citadins sur 10 au niveau mondial. Au niveau européen, on est dans une situation qui n'est pas comparable. On n'a pas les niveaux de New Delhi, de Téhéran ou de Pékin, mais on est dans une situation qui est difficile. Et des épisodes de pollution ont été mentionnés pour ce qui concerne la ville de Paris, mais malheureusement, c'est une exception qui peut aussi s'appliquer dans de nombreuses villes, et pas seulement des capitales européennes. On a un certain nombre de villes qui sont victimes de situations régulièrement. Alors, qu'est-ce qui existe au niveau européen pour essayer d'améliorer la situation ? On a 3 grands axes d'action au niveau européen. Le premier, et il est au cœur de ce que je dirais, que je définirais comme l'ADN européen en termes de politique de l'environnement, c'est la politique de protection de l'air en Europe. C'est une politique qui est vraiment au cœur de nos préoccupations depuis longtemps. Certains diront peut-être depuis trop longtemps au vu des résultats qu'on a pu obtenir sur certains polluants, mais il y a quand même des histoires positives sur lesquelles je vais revenir. Et donc, c'est notre législation en termes de qualité de l'air extérieur. On a développé des normes. Nos normes sont celles qui sont à atteindre par les États membres. Elles ne correspondent pas toujours aux normes de l'OMS qui ont été présentées juste avant la pause de midi. Les normes de l'OMS sont parfois plus strictes que celles de l'Europe. C'est quelque chose que je tiens à mentionner aussi. On est parfois dans la perspective d'une ambition moindre que le niveau préconisé par l'OMS. Alors, ce n'est pas parce qu'on est moins ambitieux, mais c'est parce que la situation est particulièrement difficile dans certains endroits en Europe et qu'on a estimé au moment où on a révisé notre stratégie air en 2013 que notre première priorité, c'était d'atteindre la conformité à la législation telle qu'elle existe aujourd'hui avant de réfléchir à des normes qui pourraient peut-être être supérieures à celles qui sont déjà en place. Donc ça, c'est une législation qui est bien établie. Malheureusement, c'est une législation qui, en termes de mise en œuvre, n'est pas toujours suivie des effets que nous espérons pour nos citoyens et pour la santé humaine, mais aussi pour l'environnement. Pour vous donner une idée de la situation, on a 29 cas d'infractions ouvertes sur la qualité de l'air au niveau européen. On en a 16 qui concernent les particules, donc les PM10, les PM10. On en a 12 sur les dioxydes d'azote. On en a un sur le dioxyde de soufre qui reste un problème en Europe de l'Est. C'est moins un problème en Europe de l'Ouest aujourd'hui, mais il faut aussi se souvenir qu'on est dans une Europe qui est très diverse en termes de sa structure géographique, industrielle, économique, et qu'en Europe de l'Est, c'est des questions qui restent d'actualité malheureusement. Donc ça, c'est l'état de la situation tel qu'il est. On a 6 États membres qui sont en conformité et 2 qui nous ont manifesté dans leur dernier cycle de reportage qu'ils n'avaient pas d'excédent, donc pas de dépassement des normes établies au niveau européen. Donc c'est une situation qui reste assez critique et qui n'est pas satisfaisante clairement. On a aussi développé, outre cette législation, une législation qui cadre la dimension transfrontalière. On est dans une dimension qui est transfrontalière puisque les polluants, évidemment, ignorent les frontières en Europe. Et donc, on a développé un cadre qui a été révisé ces derniers mois
à Bruxelles sur les plafonds d'émissions. Et donc ça, c'est important aussi pour l'état de la qualité de l'air en ville. Et ça a été l'objet d'une bataille importante à Bruxelles, avec une mobilisation de lobby certaine. Et on a atteint un objectif qui est ambitieux, qui nous permettra d'ici 2030 de baisser la mortalité de 50%, ce qui est quelque chose de considérable. Et j'en termine avec le troisième volet, qui est la législation à la source. La législation à la source, c'est des polluants particuliers qu'on va cerner dans le cadre d'utilisation, par exemple, liées au transport. On pense au transport routier, on pense aux émissions industrielles. Et donc, on a besoin d'agir sur ces trois fronts pour pouvoir être efficace. Et ce que je voudrais dire, parce que la situation elle est loin d'être désespérée, c'est que des solutions existent en nombre, et ces solutions, elles sont explorées dans une large mesure par nos villes aujourd'hui. Et il y a un grand nombre de réseaux de villes, la ville de Paris est très impliquée dans ces réseaux et nous nous en réjouissons, de réseaux de villes, de mise en commun de solutions, de tests, d'exploration de mesures qui peuvent ou qui ont fait leurs preuves. Et nous sommes convaincus au niveau européen que c'est une des solutions importantes, c'est de mettre en réseau l'ensemble de ces pratiques. Et donc, on va œuvrer à développer des outils qui permettront des échanges qui sont bien supérieurs à ceux qui existent aujourd'hui. Et un des éléments qu'on va mettre en place, c'est un forum sur la qualité de l'air qui aura lieu pour la première fois à l'automne 2017 et qui fera une grande part à la dimension urbaine des solutions qui sont développées. Et on se réjouit évidemment de l'implication de nombreux acteurs urbains. Mais un des éléments qui reste un frein à ces progrès au niveau urbain et qui a été souligné en partie par Chantal Joanneau lorsqu'elle a évoqué la question de la gouvernance, qui est une des questions fondamentales des progrès que nous devons faire au niveau européen, c'est que l'articulation entre les mesures au niveau urbain, au niveau régional, au niveau national, doit être améliorée. Je vais vous donner un seul exemple et ce sera le mot de la fin. Si on prend les questions de fiscalité, elles sont très souvent du ressort régional ou national, très peu souvent du ressort local. Et ce sont des questions qui ont un impact considérable sur la qualité de l'air. Si on parle par exemple de la question du diesel en Europe aujourd'hui. Et donc, il faut faire davantage sur ces questions de coordination de l'action au niveau local, régional et national. Et évidemment, on ne peut pas exonérer le niveau européen de ses responsabilités, puisqu'il est clair qu'un certain nombre de politiques doivent faire mieux. Je vais vous donner un exemple qui est celui des émissions industrielles ou de l'agriculture, où nous tentons, par un certain nombre de mesures, de corriger le bilan en termes de qualité de l'air de certaines de ces politiques sectorielles. Mais là encore, on est dans une situation qui est perfectible. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est important d'avoir ce panorama parce que on peut imaginer en première analyse que la qualité de l'air des Européens dépend de leur environnement direct, mais en fait les interdépendances sont importantes. On a appris dans ces mêmes respirations, vous confirmerez, j'imagine, que 50% des polluants auxquels nous sommes confrontés ont franchi une frontière au sein de l'Union, donc nous sommes intéressés à la qualité de l'air de nos voisins. Et puis une deuxième dimension d'interdépendance se fait en particulier via les liens économiques qui sont tissés entre les Européens, de telle manière que les bénéfices retirés, notamment dans la partie est de l'Europe, par une amélioration de la qualité de l'air, vont se diffuser économiquement au-delà de la frontière de nos partenaires. Je passe maintenant la parole à Laurence Rouille, qui est responsable du pôle modélisation à l'INERIS. J'en profite pour rappeler que l'INERIS, donc de modélisation environnementale, mais c'est l'essentiel des questions dont vous vous préoccupez, à l'INERIS, qui est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Merci beaucoup et bonjour à tous. Oui, je voudrais brièvement, en effet, rebondir sur ce que vient juste de dire Monsieur Van Kenhout et le caractère essentiel et indispensable, en effet, de combiner, d'articuler les politiques de gestion de la pollution atmosphérique, de gestion de la qualité de l'air aux différents niveaux géographiques. Et évidemment, on peut imaginer que les sources sont très localisées. On pense spontanément aux des sources industrielles, aux routes. Il y a d'autres types de sources, je reviendrai après. Mais l'air n'a pas de frontières. Ces sources vont donner lieu à des émissions de différents polluants qui, par des processus chimiques souvent extrêmement complexes, vont former d'autres polluants, se déplacer au gré des masses d'air, des conditions météorologiques. Et c'est là que l'on peut imaginer, ressentir la dualité et la complémentarité
la mauvaise complémentarité qui existe entre le niveau local et le niveau national, européen, continental dans le développement des épisodes de pollution. Il suffit pour cela de regarder des animations qui déroulent l'évolution des concentrations de polluants atmosphériques sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. Il y en a une juste sur le stand de l'INERIS, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Jacques nous a montré également comment la pollution pouvait se diffuser dans la ville. Donc cela veut dire que finalement, pour le décisionnaire, pour le gestionnaire, ça va être un véritable challenge de trouver le bon périmètre d'action, la bonne échelle géographique sur laquelle il pourra agir efficacement. Évidemment, la solution n'est pas toute blanche ou toute noire. Il faut trouver le bon niveau d'articulation entre ces différentes politiques. Donc, en effet, il y a des politiques internationales, des politiques européennes, volontaristes. Donc, par exemple, cette fameuse directive qui vient d'être révisée au prix de dures négociations, mais en effet avec des objectifs très ambitieux en termes de réduction de l'exposition des citoyens européens, a conduit à refixer, réviser des plafonds d'émissions par pays pour différents polluants atmosphériques qui vont conduire à faire baisser donc les niveaux de concentration de polluants atmosphériques dans tous les pays et dans toutes les villes européennes. Mais cette politique de niveau national, européen, de niveau sectoriel également, puisqu'elle va conduire à agir sur les différents secteurs d'activité émetteurs de pollution, doit se combiner avec des politiques locales qui vont permettre de rajouter encore de l'efficacité dans les actions. Alors la difficulté, c'est que évidemment cela dépend. Si c'était simple, on l'aurait fait depuis longtemps, mais cela dépend des polluants dont on parle, cela dépend de là où on se trouve, cela dépend de la période de l'année dans laquelle on se trouve. Et l'un des travaux des personnes qui vont aider les décisionnaires à prendre les décisions, c'est justement de les aider à comprendre la typologie de ces épisodes de pollution, à comprendre ce qui se passe pour trouver les bons leviers d'action. Alors, avec les moyens dont on dispose actuellement, donc des moyens de modélisation de plus en plus sophistiqués, on peut dire que depuis maintenant plusieurs décennies, que les modèles de dispersion atmosphérique de polluants, de qualité de l'air se développent. On a atteint un certain niveau de maturité pour considérer que ces modèles peuvent servir à l'aide à la décision. Il existe évidemment les réseaux de mesure qui sont également de plus en plus sophistiqués dans les paramètres qu'ils mesurent, dans l'incertitude réduite avec laquelle ces paramètres sont mesurés. On dispose de plus en plus de moyens, les nouveaux capteurs qui se développent et qui permettent de mesurer plus souvent et presque partout. Avec cela, on arrive à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux qualifier ces épisodes de pollution. Alors, de façon très schématique, on a l'habitude maintenant de catégorier des grands types d'épisodes. L'ozone, vous en entendrez parler pendant l'été. L'ozone, c'est typiquement un polluant de grande échelle. La gestion des épisodes de pollution à l'ozone, il y en a encore. Il y en a eu, par exemple, l'été passé. On a eu quelques pointes d'ozone en France l'été passé. Même si ces pointes diminuent depuis plusieurs années, donc il faut encore agir, mais pour agir, la concertation internationale est là typiquement indispensable, car c'est un polluant de grande masse. C'est un polluant qui se déplace à l'échelle hémisphérique. Là aussi, c'est un des phénomènes qui sont très bien compris et on sait que plusieurs microgrammes par mètre cube des concentrations à l'ozone que l'on mesure en France, en Europe, proviennent en fait de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, on ne parle même plus de concertation européenne, mais de concertation internationale. Les particules, là aussi, je dirais traditionnellement, malheureusement, on a l'habitude d'entendre parler de phénomènes, d'épisodes de particules, PM10, PM2,5 également, au printemps. En France, généralement en Europe de l'Ouest, dans le Benelux, c'est la même chose.
les concentrations en PM10, PM2,5 augmentent traditionnellement à la faveur de conditions météorologiques spécifiques, à la faveur également d'émissions liées aux épandages de fertilisants agricoles qui émettent de l'ammoniac, qui va se combiner avec les oxydes d'azote qui vont être émis, eux, par le trafic dans nos villes et créer un panache de pollution qui pourra se répandre sur toute une partie du pays. Et donc là, voilà comment des sources localisées vont être à l'origine de panaches de pollution qui vont se grossir, une espèce de cocotte minute qui enfle, et qui va devenir un épisode de pollution transfrontière qu'il faudra également peut-être régler avec nos voisins européens. Ça, ce sont des données d'entrée qui vont être indispensables pour le décisionnaire, pour l'aider à prendre les bonnes décisions, à agir sur les bons secteurs d'activité, à avoir également une stratégie coût efficace. Un point sur lequel je voudrais conclure, généralement, la stratégie, elle doit être multisectorielle. Les sources de pollution sont multiples. On peut, là aussi, il faut toutes les citer, l'industrie, le chauffage résidentiel, l'agriculture, les transports, quel que soit le type de transport, il faut agir sur toutes ces sources. Agir sur une seule source, du fait justement de la complexité chimique des phénomènes dont on parle, s'avérerait pratiquement inopérant. Et puis parfois, on n'a pas de solution, il ne faut pas l'oublier. Il y a également des épisodes de pollution, notamment particulières, qui ont des origines naturelles, typiquement des épisodes de poussière saharienne qui vont remonter en Europe, dans le sud de la France, voire traverser l'Atlantique et impacter les Antilles. On a pas mal de soucis en France par rapport au niveau de particules PM10 dans les Antilles, de l'autre côté de l'Atlantique, du fait justement de ces panaches sahariens. Ça aussi, il faut qu'on les identifie, ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Nous avons des moyens à disposition, il faut qu'on les exploite, y compris les nouveaux moyens, on n'en a pas beaucoup parlé, l'observation satellite qui peut offrir de nouvelles perspectives. Et juste pour conclure par rapport à l'intervention du professeur Moreno, oui, il faut certainement repenser la ville. Les niveaux de concentration de polluants atmosphériques, on va arriver à les faire baisser. Ils ont déjà baissé. Les tendances sont extrêmement encourageantes depuis les 20 dernières années. Il y a des rapports qui sont sortis cette année, notamment un rapport de la Convention onusienne sur le transport des polluants à longue distance qui montre qu'il y a une tendance évidente à la baisse des niveaux de pollution en Europe. On va continuer, on fait ce qu'il faut pour. En revanche, il va aussi falloir penser la ville pour réduire l'exposition et penser urbanisme de façon à ce que les personnes soient moins exposées, même si les niveaux de concentration à un moment, parce qu'il y a des activités, parce qu'on a une topographie particulière, une typologie de ville particulière, peut-être qu'on arrivera à un palier, et à ce moment-là, il faudra aussi repenser la ville pour limiter l'exposition des citadins. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. Vous faites un métier compliqué si vous êtes en charge de modéliser tous ces phénomènes. Ça ne va pas être facile tous les jours. C'est pas facile. Bien, alors vous m'avez proposé une transition, puisque le début de la table ronde était destiné à poser le panorama européen et à faire un diagnostic des risques des sources de pollution, de telle manière à parvenir à différencier ce qui relève finalement de l'environnement direct et puis ce qui relève par ailleurs de l'environnement lointain, et on perçoit un peu mieux cette complexité, avec clairement l'idée que tout ne se joue pas localement. Mais néanmoins, la conclusion de votre conclusion était de nous inviter, comme l'avait fait le professeur Moreno, à repenser la ville, et bien les intervenants qui suivent vont nous aider à la repenser, puisqu'on a un certain nombre d'acteurs de cette manière de redéfinir soit la ville, soit les services qui sont proposés en ville, à commencer par Michel Audouy, que j'ai plaisir à retrouver, qui est un ami des respirations, enfin c'est pas le seul, mais plaisir de retrouver à une table ronde. Michel Audouy est paysagiste concepteur, et il est par ailleurs et surtout président de la commission des métiers du paysage Valor. Alors donc vous avez beaucoup d'éléments pour bâtir la ville de Carlos Moreno. Je vais essayer de vous en donner quelques-uns en me basant sur les chiffres de deux études.
D'abord, Carlos Moreno nous rappelait les fondamentaux de la ville et de la ville qu'il nomme intelligente. Je pense que planter des arbres, harmoniser la ville et la nature fait partie de ces fondamentaux. Alors, on se rappelle de la vertu des arbres à l'occasion d'épisodes climatiques détestables, des pics de pollution, des inondations, des canicules. Récemment, le journal Le Monde titrait un article « Les arbres rafraîchissent l'air des villes tout en réduisant la pollution » et s'appuyait là sur le résultat d'une étude publiée aux États-Unis qui donnait quelques chiffres et on peut avoir des différences de température jusqu'à 2-3 degrés entre un espace minéral et un espace planté. Alors en 2016, l'Union nationale des entreprises du paysage a publié une étude qu'elle avait confiée au cabinet Asterès. Cette étude a été dirigée par un Nicolas Bouzou. Alors je vous donne un peu les références de cette étude qui est en ligne. Les espaces verts urbains, lieux de santé publique, vecteurs d'activité économique. Alors il ressort de cette étude quelques chiffres qui font réfléchir sur la manière dont on fait les villes encore aujourd'hui. Alors quelques chiffres, on constate une réduction de 23% de l'asthme entre des espaces plantés, des quartiers plantés et ceux qui ne le sont pas, ou moins. La réduction des maladies respiratoires supérieure de 19%, la réduction des migraines de 15%, ou encore la réduction des dépressions de 25%. C'est intéressant pour les sociétés déprimées, comme la nôtre. Alors, quelques chiffres à propos de la question de la purification de l'air. Comment ça se passe, en fait? Les végétaux piègent des particules atmosphériques qui, entraînées par la pluie, tombent au sol. Alors, on va jusqu'à des végétaux, un arbre en bonne santé. Il faut bien, c'est un arbre en bonne santé, c'est-à-dire planté dans des bonnes conditions. Et c'est pas un arbre qui vient faire de la figuration, disons, pour accompagner une architecture tout en verre ou tout en métal très souvent, qui renvoie beaucoup de chaleur, peut piéger jusqu'à 7000 particules par litre d'air, et un arbre mature peut capter jusqu'à 20 kg de poussière, donc c'est quand même intéressant. Les végétaux retiennent le CO2, donc ils contribuent ainsi à limiter l'effet de serre. Alors bien sûr, tout ça, il faut le pondérer en fonction des situations, de l'organisation des quartiers, des types de plantations également, il convient de rappeler ça. Enfin, les végétaux... Je me permets de vous interrompre pour une question de Béotien. Autant on comprend bien ce que l'arbre fait du CO2, mais les poussières, il en fait quoi? Alors les poussières retombent au sol par les feuilles. Les particules sont fixées sur les feuilles et retombent en automne. Alors ça ne résout pas la question de la pollution ensuite ou du sol ou de l'eau, bien évidemment, mais dans un premier temps, en tout cas, ça fixe les particules qui sont dans l'air. Voilà. Alors, quelles sont un peu les conclusions ou les recommandations de ce rapport? C'est bien sûr des recommandations que je ferai moi en tant que représentant des professionnels du végétal, du paysage dans la ville. C'est tout d'abord, alors c'est du bon sens, maintenir le patrimoine arboré existant. Quand je dis maintenir, c'est que souvent le patrimoine arboré est en danger dans les villes parce qu'il gêne. Carlos Moreno nous montrait des villes où il n'y a plus d'espace public, où l'espace public, alors c'est plus trop en Europe, mais c'est quand même, voilà, en Asie notamment, l'espace public est envahi par les voitures, par les deux roues, et donc les arbres disparaissent. C'est imposer des plantations d'arbres en plein sol, ça c'est extrêmement important, dans les nouveaux aménagements, les nouveaux quartiers, l'accompagnement des infrastructures, ça paraît essentiel. Et puis, enfin, c'est... favoriser tout ce qui est transport alternatif, parce que qui dit transport alternatif, l'installation de pistes cyclables, l'installation d'un tramway, la fermeture par exemple des quais de Seine aux voitures, entraîne de fait la plantation d'arbres également. Voilà. Alors, je rappellerai, en 2017, là, nous allons fêter avec des colloques, expositions, etc., le bicentenaire de
de la naissance d'Adolphe Alphand, qui a été un peu le maître de la ville hygiéniste à Paris, en tout cas au XIXe siècle. Et je citerai, il disait, les jardins publics, les voies larges et plantées où l'air circule librement sont absolument nécessaires dans l'intérieur des grandes villes sous le rapport de la salubrité. Et bon, j'insisterai plus que jamais, il convient de retrouver dans cette ville qu'on espère intelligente, des espaces verts, à la fois pour la qualité de l'air, mais également pour développer également le lien social. Et le professeur Moreno parlait beaucoup de retrouver ce lien social dans la ville. Bien, l'ampleur des problèmes fait que nous avons besoin d'une diversité de solutions. Et Eric Feuten, qui est directeur du programme véhicules électriques du groupe Renault, va nous éclairer sur certaines d'entre elles. Donc vous êtes responsable du véhicule électrique dans un groupe qui a été très proactif sur le véhicule électrique, donc sur la substitution des types de motorisation, mais qui doit œuvrer dans un environnement qui est compliqué, dans lequel les générations qui nous suivent sont plus dans l'autopartage que dans l'achat de véhicules. Et donc vous êtes conduit à toute une série de sauts périlleux en modifiant la motorisation, mais également en modifiant peut-être le modèle économique. Donc quelles sont vos perspectives dans ce domaine ? Écoutez, bonjour à tous. Effectivement, pour rebondir d'abord sur la petite phrase un peu provocatrice de M. Moreno au départ, qui voulait sortir la voiture de la ville, c'est dommage qu'il soit parti, parce que j'aurais bien aimé en débattre avec lui. Je crois qu'aujourd'hui, le premier constat qu'il faut qu'on fasse pour la ville comme pour le monde en général, c'est un besoin de mobilité absolument croissant. Et on a parlé du besoin de connectivité, mais le besoin de mobilité, c'est une aspiration. Pas une aspiration uniquement pour faire du vélo dans des hypercentres, mais aussi tout simplement pour, dans les espaces plus lointains, en particulier les banlieues, pour accéder aux services, accéder à l'emploi, accéder à l'enseignement, etc. Et donc le premier constat qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on peut débattre, et il y a autour de la table aujourd'hui pas mal de solutions de mobilité qui sont sur la table et qui vont contribuer à la transformation de la ville. Le véhicule électrique en est une, pas la seule, mais en est une. Mais en tout cas, on doit tous acter au niveau mondial d'un constat, c'est que le besoin de mobilité, il ne fait que croître. Et que c'est normal, c'est une aspiration naturelle des populations dans le monde. Donc la question qui s'est posée à nous et qui, il y a une dizaine d'années maintenant, c'est de savoir comment on pouvait faire évoluer finalement l'automobile pour rendre compatibles les objectifs qu'on a pour la planète, et on parle des 2 degrés, etc., de COP21, sans même parler des phénomènes de pollution locale dans les villes, avec ce besoin de mobilité. Et nous, constructeurs automobiles, le constat a été double. Le premier, c'est de dire la solution, c'est d'arrêter d'émettre pendant le transport. Ça, c'est vraiment le premier constat, d'arrêter d'émettre en particulier du CO2. Monsieur Barretta en a parlé tout à l'heure. Alors, on fait notre part du travail, et certains opposants pourront dire oui, mais après se pose la question de la qualité, du carbonation de l'électricité qui alimente les voitures, et c'est vrai. D'abord, on fait nous notre part de constructeurs automobiles, et puis deuxièmement, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, le fait de rouler électrique émet moins de CO2 que rouler en véhicule thermique. Beaucoup moins dans des pays avec de l'électricité très peu carbonée, comme le Brésil, comme la France ou d'autres. Là, on va être sur des facteurs 8 à 10, si on prend l'ensemble de la chaîne de valeur, CO2, ou dans des pays même comme la Chine, qui ont une électricité très carbonée, ou même, prenons la moyenne européenne, là, on va plutôt être dans des réductions de 30-40%, mais on est, dans tous les cas, dans des réductions massives. Ça, c'est vraiment le premier constat. Même si l'électricité est carbonée, on a un intérêt à repousser loin des villes. Voilà. Donc ça, c'est effectivement... déjà, en moyenne, on a intérêt à rouler électrique. Ensuite, effectivement, on repousse
les sources de pollution. Et puis, tout ce raisonnement-là, il ne faut pas oublier que c'est un raisonnement qui est fait en moyenne, à la fois moyenne dans l'année et moyenne dans la journée, sachant que vous savez comme moi que la plupart des véhicules rechargent essentiellement la nuit, à des moments où l'électricité, en plus, est moins carbonée. Donc, quand on présente ces chiffres-là, je dirais qu'on est plutôt dans une hypothèse pessimiste. Et puis, dernier point autour de ce rapport à l'énergie, ce qui est très intéressant dans les changements d'attitude qu'il y a dans les acteurs de l'énergie sur les 5 dernières années. Honnêtement, quand on a sorti il y a 5 ans nos premières voitures électriques, il y avait une forme de réticence d'un certain nombre d'acteurs en expliquant que ça allait déstabiliser les réseaux, que ça allait qu'il allait falloir construire plein de nouvelles sources de production d'énergie et que ça serait catastrophique. Aujourd'hui, on est exactement dans la réalité inverse. C'est que vous savez que les modes de production d'énergie, on va dire propres, sont généralement des énergies instables, donc qui ne produisent pas en permanence. Et donc pour matcher la consommation et la production, on a de plus en plus besoin de stockage d'électricité. C'est un thème, je pense, récurrent et qui est particulièrement vrai dans le cœur des villes. Et là, à travers le smart charging, à travers la recharge intelligente de nos batteries, finalement, les véhicules électriques ont un intérêt positif pour les réseaux en matière d'équilibrage et de gérer l'équilibre offre-demande. Et ça, je ne parle pas de théorie, je dirais, dans des slides ou dans des colloques, mais aujourd'hui, on est capable de rémunérer des utilisateurs. Il y a des cas aux Pays-Bas, et j'espère que la réglementation permettra de le faire bientôt, tout simplement pour avoir leurs véhicules branchés au réseau et dont finalement l'énergéticien décide des moments où il va recharger ou ne pas recharger. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première chose, c'est que nous, en matière de véhicules électriques, on apporte notre part. Et puis la deuxième chose autour de la mobilité électrique, c'est que nous, on souhaite l'amener de manière abordable, puisque très clairement, ça ne doit pas être une technologie de niche réservée à quelques-uns qui peuvent se le payer. Et notre combat, alors même si aujourd'hui on a encore besoin, parce qu'on n'a pas atteint les économies d'échelle d'incitation, c'est vraiment de faire baisser les coûts. Et je pense que vous avez vu récemment nos annonces en matière, pour la Chine en particulier, de véhicules 100% électriques à bas coût, qui doit être une contribution majeure de Renault à la résolution des problèmes en Chine. Alors, si on revient sur la ville, on doit, et là je rejoindrai M. Moreno, développer l'écosystème, parce qu'on parle d'écosystème en général pour la ville. C'est en particulier vrai pour le véhicule électrique, très frustrant pour nous, constructeurs automobiles, qui avons une tradition finalement d'amener des produits sur des marchés et puis ensuite de laisser les produits se développer, se vendre plus ou moins en fonction de leur attractivité. Là, on est nous-mêmes part d'un écosystème et finalement d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, on peut avoir des écarts énormes. Je pense qu'un chiffre assez simple à retenir, c'est qu'entre la Norvège, je ne descends pas la maille des villes, et l'Italie aujourd'hui, où évidemment vous avez la même offre de produits de la part des constructeurs et à peu près les mêmes clients, vous avez un facteur 100 dans la pénétration, plus de 100 dans la pénétration du véhicule électrique sur ces marchés, ce qui montre bien que pour que le véhicule électrique émerge, et en particulier en ville, il faut être capable de créer cet écosystème. L'écosystème, c'est quoi ? Alors, c'est bien évidemment d'abord des choses qui facilitent la vie des gens pour sauter le pas de cette nouvelle technologie. Alors ça va être bien sûr des éléments financiers, mais aussi des éléments non financiers qui sont très très importants dans l'écosystème. Tout ce qui fait que là, j'ai pas eu besoin de chercher une place pour venir ici, mais j'ai pu me garer sur une station Autolib qui m'attendait, que j'avais réservée en partant du bureau. Finalement, ma vie elle est plus simple en électrique, indépendamment des considérations environnementales, et c'est comme ça qu'on va convaincre et qu'on va faire grandir l'acceptation de la technologie. C'est bien évidemment les bornes de recharge, sachant que là-dessus, ne nous trompons pas de débat, la borne de charge, le premier problème, c'est la borne de charge privée, puisque 90% des recharges se font en mode privé. Donc là, la ville doit s'adapter pour accueillir ces modes de charge privés. Ça va être le droit à la prise, ça va être le pré-câblage des nouveaux bâtiments, ça va être des solutions technologiques qui permettent de gérer dans des copropriétés les bornes. Donc ça, c'est sur l'aspect privé. Et puis également l'aspect
public. Et ici, on a des bons exemples. Voilà. Et puis, dernier point, pour le véhicule électrique, c'est clairement les nouvelles formes de mobilité. Vous l'avez dit dans votre introduction. Et aujourd'hui, on voit bien que sur des phénomènes d'autopartage, le véhicule électrique est prédominant. Pourquoi ? Parce qu'il simplifie un certain nombre de choses, en particulier le sujet du carburant. Et donc, nous, aujourd'hui, on est extrêmement investis sur la technologie électrique, mais pour faire aussi de la technologie électrique dans la ville, une solution de mobilité partagée par les différents acteurs. Donc voilà en quoi, de notre point de vue, on a une interaction forte entre la ville et l'électrique. Merci beaucoup. Alors, il se trouve que de mon fait, assez largement, on a été un peu moins intelligent que prévu dans la gestion du temps, puis on a hérité d'un petit retard, donc je doute fort qu'on ait le temps d'une large session de questions-réponses. Mais j'ai reçu quelques questions et j'en profite pour soulever l'une d'entre elles, où on nous dit, alors je déchiffre, hein, moins de 100 000 véhicules électriques en service en France, plus de 200 000 vélos à assistance électrique en service, 480 000, si j'ai bien compris, vendus en 2014 en Allemagne. Quel est le véhicule urbain du futur ? Donc je ne résiste pas à vous poser cette question. Urbain et, en dessous, écologique du futur. Bon, écoutez, j'ai pas d'avis particulier sur le vélo électrique. Je pense que honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas dans un mode de déplacement unique. Ce qui est clair, c'est que sur le véhicule électrique, il faut aller plus loin dans les villes. Ce qui est paradoxal, aujourd'hui, tout le monde parle de véhicule électrique comme un véhicule urbain. Nous, on était les premiers à en parler comme ça il y a 5 ans. Il faut savoir aujourd'hui que le véhicule électrique, en France, il est à moins de 15% utilisé dans les villes et il est à 50% utilisé en zone rurale et à 35% en zone périurbaine. Et finalement, c'est assez logique quand on lit l'histoire a posteriori. Pourquoi ? Parce que d'abord, le véhicule électrique, aujourd'hui, compte tenu des autonomies qu'il a, ou qu'il avait avant les annonces qu'on a fait de 300 km d'autonomie réelle, c'était des véhicules qui étaient pour des foyers multimotorisés. Et on sait qu'en ville, aujourd'hui, le taux de multimotorisation est plus faible, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup plus de choix de modes de transport, dont le vélo électrique. La deuxième raison qui est intéressante autour de ça, c'est que l'équipement, comme il y a beaucoup d'habitats individuels, eh bien effectivement, l'équipement en borne de recharge est plus simple. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent, et la maire de Paris, par exemple, le met aussi énormément sur la facilitation de l'installation des bornes de recharge en habitat collectif. Et puis le troisième point, qui est un des paradoxes du véhicule électrique, c'est que le véhicule électrique est d'autant plus intéressant d'un point de vue économique que vous roulez. Et donc finalement, malheureusement, dans nos villes engorgées, on fait souvent beaucoup de temps et pas beaucoup de kilomètres, alors que, je dirais, dans un monde rural, faire 40 ou 50 kilomètres pour aller travailler tous les matins, c'est quelque chose de fréquent, et où là, finalement, les bénéfices du véhicule électrique sont forts. Donc je pense qu'il y a de la place pour les vélos, mais il y a encore de la place pour faire beaucoup mieux en matière de véhicules électriques en ville. Merci, je suis désolé, ce sera sans doute la seule question et la seule réponse que nous aurons. Faute de temps, je passe la parole à Philippe Maillard, qui est directeur de projet chez Veolia, chez 2EI. Qu'est-ce que c'est que 2EI ? Bonjour à tous. D'abord, 2EI, c'est Conseil Innovation Ville Durable de Veolia. On est une entité un peu particulière qui travaillons sur le conseil et l'innovation sur les nouveaux services pour la ville durable. Donc c'est ça dont je vous parlais, un exemple de service qu'on développe justement en lien avec la ville intelligente, comment la ville intelligente peut améliorer la qualité de l'air. Alors, la qualité de l'air et Veolia, on gère des usines, des stations d'épuration, des usines de traitement d'eau, des centrales, et donc depuis longtemps, on se préoccupe bien sûr de maîtriser ces émissions, et puis notamment, il y a des nouveaux produits notamment qui permettent de modéliser le panache de pollution qui vient des stations d'épuration et comment ce panache se diffuse et comment on peut donc l'atténuer. Et puis on a depuis longtemps travaillé sur la qualité de l'air intérieur depuis des années, en lien avec la performance des salariés dans les bureaux, la bonne qualité de vie, souvent en lien avec des contrats de performance énergétique. Là on est sur une nouvelle problématique de ville intelligente. Qu'est-ce que c'est de la ville intelligente ? C'est des capteurs. On a maintenant des capteurs qui permettent de mesurer un peu tout, des capteurs qui vont nous permettre de prendre conscience des phénomènes, de faire le lien entre une pollution et puis un comportement, et donc de modifier les comportements.
d'informer les citoyens et de faire de l'empowerment, c'est-à-dire de modifier son comportement pour éviter d'être exposé à des niveaux de pollution élevés. Donc c'est ce qu'on a fait sur des nouveaux services comme le monitoring de la qualité de l'air, le monitoring du bruit. Ça, c'est pour la partie capteur. Et puis, au niveau des applications citoyens, Urban Pulse, qui est un outil développé par Transdev, sur lequel on va mettre de plus en plus d'applications, d'informations pour le citoyen pour gérer, pour avoir des informations sur la qualité de l'air. Alors, le sujet dont je vous parlais plus particulièrement, c'est Métropolène. C'est un exemple d'un service qu'on a créé dans le cadre d'un partenariat R&D avec la métropole Nice-Côte d'Azur, le réseau national de surveillance aérobiologique, d'autres partenaires comme ADER et puis le CEA. Et des médecins allergologues, on s'est posé la question, dans le cadre d'un partenariat R&D qu'on a avec la métropole, où on teste tout un tas de nouveaux services basés sur les capteurs communicants, comment pourrait-on améliorer la prévention des pollens dans une région qui, comme Nice, est particulièrement touchée par notamment l'allergie au pollen. Et donc on a trouvé un capteur qui permet de mesurer ces pollens en quasi-temps réel, c'est-à-dire on peut produire des bulletins basés sur des mesures faites 24 heures avant. Actuellement, les bulletins qui paraissent sur le pollen par le réseau national de surveillance aérobiologique sont des bulletins fabriqués à partir de mesures faites 7 à 10 jours avant. Donc on voit bien là l'intérêt d'utiliser des nouveaux capteurs qui vont permettre d'avoir une information en temps réel et donc d'améliorer la qualité de vie des personnes fragiles et puis aussi réduire les coûts de santé. Donc ça, c'est deux objectifs qu'il faut avoir en tête, qu'on va évaluer. Donc on a fait des expérimentations, on a vu que ce capteur était intéressant et donc on a lancé ce service qui s'appelle Métropolène, donc qui est accessible sur Urban Pulse, mais uniquement pour l'instant sur la ville de Nice, sur le territoire de Nice, et qui vous donne un bulletin tous les jours à 14h. Il y a un bulletin qui paraît, qui vous donne le niveau de gravité de tel ou tel pollen. Vous pouvez recevoir des notifications. Et donc c'est un outil intéressant pour les gens qui y sont sensibles parce que ça va leur permettre d'éviter des déplacements, d'ajuster leur traitement. Alors ça, c'est l'objectif. Maintenant, il fallait encore démontrer la valeur ajoutée. Donc ça, l'application, le service a été lancé le 11 mars 2016. Et on a fait une évaluation clinique auprès d'un panel, donc avec des médecins allergologues, parce qu'on parle de qualité de l'air, l'aspect sanitaire est important, et donc on a voulu vérifier avec des médecins allergologues l'impact réel de ce bulletin sur la santé des gens, et même sur la vente des médicaments dans les pharmacies. On est allé jusque-là à évaluer l'impact de la vente de médicaments en pharmacie. Et donc cette évaluation, elle est plutôt encourageante. On a 80% des gens du panel qui ont utilisé, qui ont trouvé un bénéfice à avoir cette information. La moitié ont adapté leur traitement. Donc on peut dire que ces premiers résultats sont assez prometteurs. Donc voilà l'exemple d'une solution ville intelligente qui va pouvoir améliorer la qualité de l'air. Il faut savoir, j'aurais dû le dire en introduction, que le pollen, c'est un problème de santé publique qui est aussi important que la pollution. D'ailleurs, il y a un effet cocktail entre les deux, c'est-à-dire que les pollens et la pollution de l'air en ville se renforcent mutuellement. En gros, la pollution de l'air déjà fragilise les voies respiratoires et en plus augmente la production de pollen. Ça fait éclater les grains de pollen et il y a encore plus de pollen, donc c'est vraiment deux phénomènes qu'il faut combattre, mais qui se renforcent mutuellement. Et donc, on va continuer à évaluer, on va faire d'autres évaluations, et puis ensuite on est en train de regarder le modèle économique de cette solution, notamment en essayant d'être innovant, là encore, parce que il faut trouver un modèle économique, et le modèle économique, ça peut être les professionnels de la santé, les mutuelles, les assurances, qui peuvent être intéressés pour proposer, pour mettre en œuvre ce type de solution pour améliorer la qualité de vie et réduire la maladie des gens qui sont allergiques au pollen. Est-ce que vous avez des discussions dans ce sens avec des assureurs ou
ou des professionnels de santé, parce que si je me mets à la place d'un actionnaire de Veolia, il se trouve que j'ai quelques actions de Veolia, donc ça va pas être difficile de me mettre en situation, et donc là on a un formidable bénéfice qui est produit pour la collectivité. Maintenant la question est de savoir, au-delà de l'expérimentation, de quelle manière diffuser ce type de dispositif, et il me semble que ça ne pourra se faire que si à un moment ou un autre économiquement Veolia retrouve ses billes. Lorsqu'il s'agit de vendre des véhicules électriques, on voit quel est le modèle économique, même si il a vocation à évoluer au fil du temps. Mais voilà, il se trouve qu'on a un peu échangé par téléphone auparavant sur cette question. Donc comment est-ce que vous percevez le caractère plus ou moins facile à faire émerger des modèles économiques soutenables autour de ces innovations ? En fait, on pense qu'on va creuser la voie assurance mutuelle, puisque il y a déjà des mutuelles qui proposent des applications gratuites pour informer les gens des concentrations de pollen. Donc là, on va beaucoup plus loin et on travaille sur des capteurs low cost qui vont permettre d'avoir une meilleure cartographie. Mais effectivement, le modèle économique, il faut qu'on le trouve à ce niveau-là, faire le lien entre l'amélioration de l'amélioration de la qualité de vie, la réduction des dépenses de santé, et puis des professionnels qui assurent ces frais. Voilà, ça fait partie de l'innovation aussi. Il n'y a pas que l'innovation technique dans la ville intelligente, il y a aussi l'innovation contractuelle. Merci. Et pour finir, naturellement, sans aucun ordre de préférence et de préséance, Nicolas Cartier, qui est directeur du programme BUS 2025 à la RATP. Donc, dans quelles conditions viendra-t-on aux respirations en bus en 2025 ? Oui, effectivement, à la RATP aussi, on s'occupe de questions de qualité d'air et de nos émissions, et en particulier dans le domaine du bus. Et c'est depuis 2 ans qu'on a lancé un programme, donc le programme BUS 2025, qui vise à limiter complètement les émissions de carbone et de particules de notre parc de bus. Donc on a 4500 bus, donc c'est quand même quelque chose d'important. Ça fait suite en fait à une décision qui remonte à fin 2013 où le STIF, donc l'autorité organisatrice, nous a interdit d'acheter des bus au gasoil. Et donc l'alternative qui existait à ce moment-là, c'est le bus hybride. Donc on s'est mis au bus hybride, mais on considère que le bus hybride n'est pas une cible satisfaisante, et on a fait le même raisonnement que les collègues, et que la bonne cible, c'est le véhicule tout électrique. Et donc on est parti sur l'idée qu'il fallait convertir notre parc de véhicules à l'électrique. Alors pas 100% d'électrique, parce que là encore on est comme les autres, on a les soucis, et notamment il y a 2 ans encore plus, sur les questions d'autonomie. Donc dans certains cas on pense que le bus électrique ne peut pas répondre, et donc on est parti du principe qu'on aurait seulement 80% de bus électriques et 20% de bus au biogaz, qui a un très bon rapport et aussi pour le carbone et puis pour les particules. Et donc on s'est engagé dans ce programme d'ici 2025. Alors on est prudent parce que c'est quand même des gros enjeux. On a vu, il y a des barrières, et notamment la barrière financière. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une phase expérimentale pour la partie électrique. Depuis l'année dernière et jusque l'année prochaine, on est en phase expérimentale pour aussi laisser le temps au marché de mûrir. Le marché des bus électriques, qui a énormément progressé depuis ces 2 dernières années. Et le nombre d'annonces de villes qui passent au bus électrique est important, impressionnant. On sent bien que la tendance est là. Et donc, pour l'instant, on expérimente. On est en train de déployer la première ligne de bus. Et demain, à partir de 2017, une fois qu'on aura une validation et un dossier clair sur les avantages à la fois écologiques, mais aussi sur les impacts économiques, à la fois pour les véhicules, mais aussi à la question des infrastructures. On l'a vu, il faut déployer l'infrastructure. Chez nous, c'est sur ce point. Et Eric évoquait tout à l'heure les types d'usage et les environnements de recharge pour un véhicule électrique. Donc on imagine un père, une mère de famille qui se recharge de manière très smart à un moment où il n'y a pas de tension sur le réseau ou sur la production. Mais les contraintes d'exploitation de la RATP ne sont pas du même ordre. Donc, Alors on vise, comme la plupart des véhicules électriques, on vise le rechargement de nuit. En fait, il y a plusieurs schémas pour les bus électriques. Certains partent du principe... Et ce qui suppose d'avoir une autonomie qui vous permet d'attendre la nuit. Exactement. Alors, sur Paris, où un bus roule en gros à 12 km/h, même s'il y a une grosse amplitude, une autonomie de 200 km environ, qui est une cible aujourd'hui qui est crédible,
elle suffit pour une très grande majorité des cas. Donc on tient la journée, on charge pendant 5-6 heures la nuit, au moment où il y a le moins de demande énergétique. Donc normalement, on est dans un modèle qui convient bien aux producteurs d'électricité. Et là, j'imagine le réseau de distribution avec une concentration de bus dans des dépôts. Exactement. Rechargés en même temps la nuit. Oui. Nos amis d'Enedis, donc en charge du réseau électrique, vont s'arracher les cheveux. Du tout. Enfin, il faudra effectivement, en gros, je vous ai dit 4500 bus, ça fait 25 sites. Donc on va enlever 20% pour du gaz, 20%, donc 80%, ça fait 20 sites à peu près. Chacun de ces sites, il y a entre 150 et 200 bus. Et effectivement, on va avoir besoin pendant la nuit entre 8-10 mégawatts. Donc ça veut dire un raccordement dédié depuis un poste Enedis. Ça veut dire une négociation, mais on a discuté avec eux, c'est tout à fait envisageable, y compris dans Paris où le besoin est particulièrement compliqué, mais c'est complètement jouable. On est un petit data center finalement en termes de demande électrique, et en plus uniquement la nuit, ce qui est quand même sympa. Et économiquement, par rapport à un baril à $30? Ah non, par rapport à un baril à $30, c'est plus compliqué. Là, pour le coup, on est clairement en attente d'une baisse du prix, mais il faut voir aussi les aspects réglementaires. En fait, le STIF, par exemple, nous a dit vous vendez plus. La loi de transition énergétique, elle nous dit maintenant, à partir de 2020, vous n'avez plus le droit qu'à 50% de bus dans certaines conditions, 2025, 100%, etc. Donc, réglementairement, on n'a pas franchement le choix. Et par ailleurs, le marché est en train de maturer et on espère les prix baisser. Aujourd'hui, un bus hybride est plus cher et on perd aussi en exploitation. Un bus électrique, même s'il est plus cher à l'achat, en coût global, il est déjà au niveau du bus hybride. Renault est présent sur ce type de marché ? Non, pas encore. Pas complètement. Non, pas de bus. Non. Et vous en avez fait, mais vous en faites plus. Non. Par contre, on voit des nouveaux acteurs. On a commencé par voir les nouveaux acteurs. Type Bolloré, qui est monté de l'autolib jusqu'au bus maintenant. Type, en Espagne, on a un fournisseur d'autocars qui est basculé. Les Chinois sont extrêmement actifs. Et depuis 2 ans, les constructeurs historiques se mettent aussi sur le marché. Donc, les constructeurs français, Liège, Iveco, constructeurs allemands, scandinaves, Scania, Mercedes, tout ça, tout le monde se met au bus électrique aussi. Et donc, on espère bien, effectivement, une convergence des prix, au moins pour un coût total équivalent au diesel, assez rapidement. Et avec, j'imagine, un phasage dans la mise en œuvre, c'est-à-dire le moment où le dernier bus diesel sort du parc, c'est... Aujourd'hui, on a dit 2025, puisque c'est le nom du plan, on a fini. Ça sous-entend quand même une accélération du renouvellement du parc, puisque en ce moment, on achète encore des bus hybrides. Alors pour nous, un bus hybride, c'est encore un peu du diesel, enfin tout le monde peut le voir. Et donc ça veut dire qu'on doit renouveler des bus qui n'ont pas encore normalement on garde un bus 15 ans. Donc ça veut dire une accélération. Et il faudra vérifier avec notre autorité organisatrice, qui est quand même le décideur, que c'est économiquement soutenable. Et sinon, on proposera des alternatives, peut-être en renouvelant un peu moins vite, quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vois Mathilde, notre grande prêtresse, qui n'est pas très loin. Normalement, on avait prévu de refaire un tour de table, de donner la parole, etc. Naturellement, ça ne se passe jamais de cette manière. Donc, je vais vous demander de remercier l'ensemble des membres du panel. Et Carlos Moreno, en partant prématurément, a loupé quelque chose, me semble-t-il. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Alors avant de vous laisser rejoindre l'espace exposition pour un petit goûter et pour vous promener à nouveau parmi les stands, nous vous reproposons pour ceux qui étaient déjà là ce matin et nous vous laissons découvrir pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, regardez vers votre droite et vous allez découvrir un magnifique vêtement. C'est une performance artistique d'une artiste qui s'appelle Kasia Molga. C'est aujourd'hui en mode display, mais c'est une performance qui a été réalisée dans une ville anglaise où en fait ce vêtement s'illumine et change de couleur en fonction de la pollution atmosphérique qui l'entoure. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil intéressant pour nous, pour représenter vraiment, c'est un vêtement en plus qui s'anime avec la respiration.
donc de représenter que la pollution que nous respirons quand nous nous promenons. Donc voilà, et cet artiste ainsi que la boîte de production qui l'a aidé à développer ce projet, Invisible Dust, recevront cet après-midi, un petit peu après la pause, un prix Oxygen Award. Voilà.